Salut les fous du volant, on se retrouve pour la 4e fois de la saison pour évoquer le Grand Prix du Japon qui a eu lieu le week-end dernier sur le fabuleux circuit de Suzuka. Un Grand Prix remporté comme il y a 2 semaines en Chine par Kimi Antonelli, l'Italien qui devient ainsi le plus jeune leader du championnat du monde de Formule 1 à 19 ans et 7 mois. On va revenir sur la victoire du pilote Mercedes, sur ce que ça implique aussi en Formule 1 pour l'Italie, qui n'a plus connu les premiers rôles pour un de ses pilotes depuis au moins 20 ans. Certaines statistiques tombées à Suzuka remontaient même aux années 50. On en parlera notamment avec notre collègue Guillaume Pacini, notre correspondant en Italie. Ce qui a marqué également ce Grand Prix du Japon, c'est l'accident d'Oliver Biermann au 21e tour, un impact à 50 G pour le pilote Haas qui s'en sort indemne, ou presque, mais qui aurait pu très mal tourner et qui a poussé finalement le représentant des pilotes, Carlos Sainz, à s'exprimer avec des mots forts. On se demandera si la sécurité des pilotes est quand même passée ces dernières semaines, ces derniers mois, au deuxième plan. Et puis tout le week-end, on a aussi beaucoup parlé du possible départ de Max Verstappen, à force de dire à quel point il apprécie peu ce nouveau règlement et les questions qu'il se pose à lui-même. Il y a une sorte d'emballement là ces derniers jours sur cette question. Verstappen va-t-il quitter la Formule 1? Stéphane, j'espère que ça t'a pas empêché de dormir quand même, parce qu'entre les horaires décalés et puis cette question lancinante, fallait avoir quand même l'horloge biologique bien accrochée encore ce week-end. Oui, alors Verstappen redit la même chose. Je crois qu'il va dire ça à chaque Grand Prix jusqu'à la fin de l'année, peut-être jusqu'à une annonce terrible que la Formule 1 redoute. Et tu as employé, je crois, le terme menace de retrait. Pour moi, c'est pas exactement une menace. Hein. Il pose les choses et il attend de voir si ça réagit et il met tout le poids qu'il peut mettre dans la balance, c'est-à-dire sa présence. Mais malheureusement, si Verstappen s'en va, la Formule 1 l'oubliera tout de suite. Alors je suis d'accord avec ton analyse. On va revenir, on va situer un petit peu. Il termine 8e du Grand Prix du Japon, Max Verstappen. Il est 9e au championnat des pilotes. Mais au-delà de ces résultats, c'est ses propos qui ont marqué les observateurs. Il est longuement intervenu auprès de nos confrères de la BBC en se posant la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est les mots de Max Verstappen, c'est pas les miens. Ou est-ce que je préférerais être plus souvent à la maison, passer du temps avec ma famille, voir mes amis, surtout quand tu ne prends plus vraiment de plaisir dans ton sport. C'est ça qui a vraiment mis en alerte les observateurs de la Formule 1, parce que au-delà du fait que oui, il peut essayer quand même en tant que quadruple champion du monde et clairement personnage principal de la discipline depuis maintenant plusieurs saisons, il a quand même un poids, et quand il laisse entendre qu'il pourrait se retirer, forcément, ça doit quand même avoir un impact sur les responsables de la Formule 1. Mais comme tu le dis, est-ce qu'on ne l'oublierait pas très très vite? Est-ce que cette réaction, déjà, Stéphane, elle est due simplement au manque de résultats? Est-ce que si on imaginait qu'il avait remporté les 3 premiers Grands Prix, il dirait la même chose? Non, il a été déjà en manque de résultats. Lorsque la Red Bull a été équipée du moteur Renault, au début de l'ère hybride, turbo, ça ne fonctionnait absolument pas. Il a pris son mal en patience. Il sait essuyer les plâtres, il l'a déjà fait, donc ça, c'est pas la question, ça le dérange pas. Il est même prêt à prendre d'énormes risques. Red Bull lâchait le moteur Renault pour prendre un moteur Honda, je crois que c'est en 2019. À ce moment-là, il en reprend pour 4 ou 5 ans chez Red Bull. C'est un vrai pari. Et chez Red Bull, on dit, là, il faut que ça marche parce que autrement, on ferme. Bon. Donc, et finalement, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose avec les Red Bull Powertrains. Il est resté, alors que, sachant que Red Bull devait produire son propre moteur. Alors, il doit regretter d'ailleurs aujourd'hui de ne pas avoir répondu à l'appel du pied insistant de Toto Wolff pour venir chez Mercedes dès cette année. Bon, on ne sait pas ce que serait devenu George Russell ou Kimi Antonelli. Mais il a déjà fait cette démarche-là, et
pour lui, ce qui le passionne, c'est le pilotage, le développement technique. Une voiture qui ne fonctionne pas, là, globalement, il décrivait des problèmes à vitesse moyenne ou élevée, une voiture qui ne tourne pas à la corde de chaque virage, peu de grippe, et puis un moteur qui n'est pas au niveau des autres. Mais tout ça, c'est passionnant dans sa démarche de technicien de développer tout ça avec une équipe qu'il connaît très très bien. Donc c'est pas la question. La question, c'est vraiment le plaisir qu'il prend. Il n'en prend plus au volant, tout simplement. Ouais. Et c'est ça qui domine. Et qu'est-ce qui peut arriver maintenant ? Alors il y a quand même un certain agacement dans ses propos. L'incident qu'il y a eu spécialement avec un journaliste de la presse anglaise qui lui avait posé en fin de saison dernière d'une façon qui ne lui avait pas trop plu. Est-ce que finalement il n'avait pas laissé le titre mondial dans son coup de sang à Montmelo quand il avait donné un coup de tampon dans la Mercedes de George Russell ? Et pour lui, ça justifiait de refuser la présence quand même d'un journaliste en conférence de presse organisée par Red Bull. C'était pas FIA. Bon, mais ça veut vraiment, ça témoigne quand même d'un agacement. Ouais. Il y a un feu intérieur là, et bon, il est prêt à exploser. Pour moi, c'est une erreur d'avoir refusé la présence de ce journaliste. Il doit clarifier les choses. Ouais, avant. Pour moi, c'est une erreur de sa part, et ça témoigne effectivement quand même d'un niveau de nervosité. Le journaliste, soit il faut pas le laisser rentrer dans l'hospitality Red Bull, soit il faut s'expliquer avant et après. Ils ont eu une explication entre. Alors Red Bull l'a quand même sermonné parce qu'elle a dit ça se fait pas. Et ils ont raison. Ils ont complètement raison. Et Max Verstappen a dit le moment n'est pas venu de m'expliquer aussi avec ce journaliste qui avait posé la question un petit peu d'une façon moqueuse, en tous les cas, ce que je comprends bien aussi, parce qu'il y a des façons d'aborder les sujets délicats, et on le sait tous. Non, c'est qu'il en a tout simplement assez d'être un gestionnaire d'énergie électrique. C'est ça qui ressort. Il l'a dit tout de suite. L'année dernière, quand il a essayé, entre guillemets, ces nouveaux paramètres au simulateur, il a dit tout de suite, j'ai compris, je suis sorti du simulateur, je ne voulais pas de ces conditions de pilotage. Et ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, c'est que il est tantôt devant, tantôt derrière Hadjar, qui connaît pas la voiture, qui découvre aussi et qui a fait un gros travail pour s'adapter à ce nouveau règlement. Mais en fait, tu le sens pas très très loin devant son coéquipier comme il l'était avant. Et c'est ce qui donne l'impression qu'il n'est pas complètement focus, investi là-dedans. Bon, il a un peu lâché l'affaire. Et moi, je pense que Verstappen peut quitter la Formule 1 pour cette raison-là, qui paraît quand même assez importante. Parce qu'il ne prend pas de plaisir. Tout à fait. Et il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit dans l'histoire de la Formule 1. Grand Prix du Canada 79, en plein essai libre, il y a Niki Lauda qui arrête sa Brabham devant le garage, qui en sort, et qui va voir son boss, Bernie Ecclestone, et qui dit « c'est fini, j'en ai marre de cette absurdité de tourner en rond ». Et il rentre chez lui, et l'équipe doit trouver sur le champ un autre pilote pour le remplacer pour faire la qualif et la course. Mais délirant. Et puis, il reviendra un peu plus tard et il sera champion du monde. Niki Lauda revient parce que il y a d'abord Ron Dennis qui a ce pouvoir de conviction. Il y a les nouvelles monoplaces à châssis en carbone. Ça, c'est une révolution. C'est quelque chose d'assez excitant pour le technicien qu'il était. Et puis, McLaren veut aussi se servir de lui pour approcher le motoriste Porsche. Et ils vont partir d'une feuille blanche pour faire un moteur. Et le technicien Lauda est intéressé et passionné par tout ça. Et aujourd'hui, Verstappen n'a plus ce motif de la passion technique et de la passion du pilotage. C'est deux choses quand même qui sont importantes. Il n'y a pas les deux ingrédients essentiels, même si il rechigne pas à la tâche de s'attaquer à tous les problèmes. Et Hadjar a dit, on a changé toutes les pièces, on a fait des tests croisés, il avait même des pontons différents d'Hadjar. On n'y comprend rien, on y verra plus clair plus tard. Ah, ils sont dans la difficulté de toute façon chez Red Bull, c'est clair. Ça me fait penser aussi à ce désamour qu'il a pour la Formule 1 et pour le pilotage. Ça me fait penser au motif aussi du retrait d'Alain Prost en 93, parce qu'il dit, moi je n'aime pas ce tout électronique sur les voitures où, quand je freine, c'est l'ABS qui prend le contrôle, qui m'aide à freiner.
Quand je prends une grande courbe, la voiture reste constante parce qu'il y a un correcteur automatique, c'est la suspension active. Il n'aime pas ça. Et il y a plein de choses comme ça, anti-patinage, anti-calage au départ, les départs programmés. Et tout ça fait que, c'est marrant, mais il était dégoûté à l'époque par cette invasion de l'électronique, comme d'autres pilotes n'ont pas supporté dans les années 80 l'arrivée de la direction assistée. Pour eux, on pilotait sans direction assistée. Et il y a toujours quelque chose qui fait que en Formule 1, tu as un pilote à un moment périmé parce que tu n'arrives plus à t'adapter. Aujourd'hui, c'est Verstappen qui ne comprend plus ce grand virage de l'électrification. Prost refusait ce tout électronique qui fait partie vraiment du quotidien aujourd'hui des pilotes. Et en y réfléchissant bien, c'était quasiment ridicule. Mais lui, il voulait sentir ça. Et il disait, moi, je sens plus la voiture sous moi, quoi. J'ai plus ce ressenti-là. Bon, donc je comprends que aujourd'hui, il a envie de tourner la page. Alors, est-ce qu'il peut vraiment partir? On a le sentiment qu'il peut tout faire. De toute façon, si demain il lève la main et qu'il dit je veux aller faire du GT, je veux aller faire de l'endurance, que ce soit le championnat du monde d'endurance, l'IMSA, s'il veut aller faire du V8 Supercars en Australie, évidemment que tout le monde va lui ouvrir les portes des garages de toutes les autos. On peut le retrouver très bien au départ des 500 miles d'Indianapolis. Ça peut être complètement fou, la trajectoire de Max Verstappen. Ouais, il peut se faire une année sportive à la carte comme Fernando Alonso, courir après une victoire aux 500 miles d'Indianapolis, aux 24 heures du Mans, une série qui l'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est à noter aussi. Il cherchait encore récemment des fenêtres dans le calendrier, dans le futur, pour voir s'il ne pourrait pas aménager ses engagements en Formule 1 et une participation aux 24 heures du Mans. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il est capable de partir? Moi, je dirais oui, parce que c'est un homme de conviction, qu'il a tout gagné. Il ne court plus pour l'argent, même s'il se vend très très cher. Il n'y a pas de problème, hein. C'est une valeur extraordinaire sur le marché. Il ne courra pas gratuitement non plus pour n'importe quel constructeur en endurance où qu'il aille. Il n'atteindra pas de toute façon les sommes qu'il touchait chez Red Bull, ça c'est clair. Après, il aura des contrats d'image qui feront qu'il aura de quoi vivre quand même et de retrouver une certaine... Parce qu'on va rester au conditionnel. Mais, quand même. Alors, pour moi, il a une possibilité, c'est faire un break. Niki Lauda, on en parlait, a fait un break de 2 ans. Alain Prost, une année sabbatique, il peut faire un break de 2-3 ans et dire, si vous avez une formule de réglementaire qui m'intéresse, je reviendrai, mais moi je me mets en réserve de la Formule 1 pour l'instant. Il est quand même encore assez jeune, je crois qu'il est de 97, donc il n'a pas 30 ans. Donc s'il attend 2-3 ans, tu vois, il peut revenir à 33, 34 ans. On a des pilotes aujourd'hui, 40, 41 ans, 45 ans même, donc ça pose pas réellement un problème. Donc c'est pas exactement de retraite dont il faudrait parler, mais en tous les cas de break. Oui, on est d'accord. De retrait de la Formule 1, et après il peut faire ce qu'il veut. On ne se sépare pas, on fait un break. Mais quand je te disais que, pour moi, s'il s'en va, la Formule 1 l'oubliera tout de suite, c'est que Michael Schumacher a pris sa retraite en 2006. En 2007, qu'est-ce qui se passe? Il y a Lewis Hamilton qui arrive. Il y a un duo de feu avec Alonso chez McLaren. Il y a Raikkonen qui arrive chez Ferrari. Et puis là, c'est reparti. La Formule 1 se régénère automatiquement. Toutes les disciplines, de toute façon, survivent au départ de leur plus grand champion, quoi qu'il arrive. Et si Max Verstappen croit qu'il est la clé de voûte du système, il se trompe. Mais non, je crois pas. C'est fini. Alors là, fini, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'il dit, et je crois pas que ce soit du tout ce qu'il pense lui-même. Hein. Il n'est pas du tout dans ce schéma de réflexion. Après, il a un petit souci, c'est que finalement, pour la Formule 1, le côté légendaire, c'est quand même Lewis Hamilton qui l'a toujours parce que il a plus de titres mondiaux, qu'il est chez Ferrari. Max Verstappen qui ne joue plus les premiers rôles comme il les jouait les 5-6 précédentes saisons, finalement, ça devient un acteur comme les autres. C'est l'expression, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais il n'a plus, en tout cas, le poids qu'il avait. Il n'est pas champion du monde en titre. Il n'est pas impactant comme il était avant. Hein. Ça pourrait jouer. Mais en même temps, et je le dis, je suis absolument persuadé que ça ne joue pas du tout dans son esprit. Il sait très bien que la Formule 1 survivra à un éventuel départ de Max Verstappen. C'est pas du tout dans son idée. Quelles conséquences ça peut avoir, Stéphane, d'après toi, d'abord sur l'équipe Red Bull, et puis on parlera peut-être plus largement après de la Formule 1, même si on vient un petit peu d'y répondre. Pour la Formule 1, ça fera un pilote légendaire, quadruple champion du monde, il n'y en a pas 50, qui partirait. Pour Red Bull, en revanche, gros problème quand même. Ouais, attention, non, j'ai pour Red Bull.
quand ils ont perdu Vettel, ils avaient déjà Max Verstappen dans les cartons. Ils font l'année 2015 avec, je crois, si mon souvenir sont exacts, c'est Daniel Kvyat et Daniel Ricciardo. Ouais. Et la transition est juste sur 1 an, parce que même avant la fin de l'année 2015, il y a Verstappen qui commence à tourner chez Toro Rosso et le shift va se faire assez vite, si je me trompe pas. Non, c'est même 2014. Donc en fait, le shift s'est fait assez rapidement. Ils avaient déjà Max Verstappen quand en cours de Vettel, saison. tout à fait, quand il a quitté la Formule 1. Donc en fait, ils ont vu arriver le successeur tout de suite. Et là, par contre, le successeur, on le cherche un peu. Alors, c'est pas pour faire injure à Isaac Hadjar, parce que c'est un pilote en développement. On ne sait pas encore ce qu'il va donner réellement. Il est loin d'avoir atteint son plus haut potentiel. Mais on sent pas la bombe là qui arrive, parce que Helmut Marko déjà n'est plus là. Il a fait son travail admirablement. Il a trouvé quand même Isaac Hadjar, ce qui est pas rien. Le remplacer par qui? Là maintenant, le jeune le plus bankable sur le circuit, c'est Oliver Berman, mais il est chez Ferrari. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'entends si Verstappen me parler de Lindblad. Ah ben Lindblad, pourquoi pas, mais intéressant quand même. Mais Lindblad, il est intéressant comme Lawson l'était à ses débuts aussi, où on a dit attention talent, c'est pareil. Ouais. Bien sûr. Ouais. Souviens-toi. Je mets Lindblad un cran au-dessus, moi. Qui claquait les portes devant Max Verstappen dans le trafic. Enfin, c'était génial, quoi. On s'est dit là, ce jeune, il est culotté, il est rapide. Et puis il s'est éteint progressivement, comme Colapinto, qui était très très fort chez Williams. Et puis ça fait pchit. Et donc tu remplaces Verstappen par qui? C'est vraiment la question. Qu'y a-t-il sur le marché? Et puis, au-delà de ça, il faut un guide quand même technique pour assurer une continuité. Et le souci aussi, c'est que au mois de février dernier, il y a le chef designer de Red Bull de longue date, Craig Skinner, qui est parti. Et ça, c'est le bras droit de Pierre Vacher, le directeur technique français, qui n'est plus dans l'équation maintenant. Et je trouve que c'est assez inquiétant, c'est une ressource en moins, c'est une perte sèche. Forcément, même si tu fais monter un jeune qui est bon, il n'aura pas le même fond de connaissances, d'expérience, de recul pour savoir ce qu'il faut faire. Et là, Hadjar le disait, on met des pièces, on teste plein de choses, pour l'instant on n'y comprend rien et c'est assez inquiétant. Ouais, non, c'est clair que c'est un problème. Tu parlais d'expérience. Je parlerai de totem. Verstappen, c'est le totem de chez Red Bull. Si à la fin de la saison, parce qu'il y a une clause de sortie possible pour lui, tu nous expliqueras ça, à la fin de la saison, Red Bull perdrait son totem. C'est un peu un taureau sans les cornes. Alors, je ne veux pas dire que c'est un bœuf, parce qu'un bœuf, c'est un taureau castré, donc on irait quand même très très loin dans la métaphore, mais vous aurez compris l'idée. C'est un développeur, Max Verstappen, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par la technique, et c'est un leader. On pense beaucoup de bien de Isaac Hadjar, mais il n'est pas encore à un niveau de sa carrière, de sa trajectoire en Formule 1, où il peut, ou alors ça serait exceptionnel, et c'est tout le mal que je lui souhaite, mais prendre dès le début de la saison prochaine sur ses épaules la charge d'une équipe comme Red Bull. Ça serait vraiment un gros problème là pour Laurent Mekies. Et pourtant, il y a quand même une clause de sortie que j'évoquais à la fin de la saison 2026, Stéphane. Quand il avait signé son précédent contrat, qui était 5 ans, je crois, qui allait jusqu'en 2026 ferme, et il y avait 2 années supplémentaires en option. Alors ça, est-ce que c'est à la discrétion du pilote? Est-ce que il y a une clause de résultat? Mais là, de toute façon, tu as dit, Gilles, qu'il était 9e du championnat. S'il y a une clause de résulta, elle n'est pas atteinte. C'était généralement top 3 au break estival. Ils ne peuvent pas mettre top 10, ça n'arriverait à rien. En août. Donc il y a une année où ça a été reconduit automatiquement, parce que Helmut Marko a dit il répond aux clauses, aux conditions qu'on avait fixées, donc on a la main sur son contrat, donc il continue avec nous, point. Mais au-delà de ça, ils peuvent le traiter de la même façon que Pierre Gasly pour service rendu quand il était chez AlphaTauri et qu'il voulait passer chez Alpine, qu'il avait terminé tout ce parcours. Il était encore sous contrat. Et Helmut Marko a dit, on comprend bien qu'il a envie de faire autre chose et que les portes de Red Bull sont fermées. Et Max Verstappen, au bout de 11 saisons chez Red Bull, 12, si je compte aussi son année chez Toro Rosso, on lui dira, oui, on comprend bien, et puis on déchire le contrat et c'est terminé et on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Donc, mais il y a un vrai risque d'écroulement de Red Bull.
pour trouver un pilote leader et retrouver une dynamique. Et dans ce contexte-là, qui voudrait y aller aussi? Ouais, c'est la question. C'est intéressant, effectivement, comme question. Stéphane, on se la pose, la question, là, et je vais y répondre aussi. On va prendre un risque. Est-ce que toi, tu y crois à un départ de Max Verstappen fin 2026, à l'annonce je vais courir ailleurs? Oui, j'y crois. Oui, ce serait dommageable pour la Formule 1, mais dans l'esprit du personnage, qui a une certaine droiture par rapport à ses engagements, par rapport à ce qu'il a envie de faire, tout ce contexte économique, médiatique, etc., qui est aussi assez pesant. Les aspects très médiatiques. pesant, Voilà. même, ouais. Et puis, c'est un jeune papa, donc envie de passer du temps en famille. Je le vois tout à fait faire un break. Par contre, je ne le vois pas balancer tout en cours de saison. Il y a trop de contrats, il y a trop de choses qu'il devrait rembourser lui-même pour s'en aller tout de suite. Mais je vois Max Verstappen, oui, partir dans ces conditions-là en Formule 1 parce que c'est une question de réglementation, on y reviendra, mais les moteurs ne vont pas changer. On ne va pas modifier tout ce système réglementaire, l'électrification, c'est très compliqué. Juste pour lui faire plaisir. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de demander Max Verstappen, enlever tous ces filtres-là de l'électrification pour de nouveau ressentir ce pilotage pur. Ce qui avait gêné, je te dis, Alain Prost avec l'électronique, et aujourd'hui c'est Max Verstappen avec l'électrique. Moi personnellement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. C'est vrai que l'équation est très 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 difficilement soluble parce que il y a très très peu de marge de manœuvre techniquement pour essayer de corriger le tir, parce que là on est en train de se rendre compte. Et alors franchement, l'annulation des grands prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, je pense que ça rend quand même un service à la Formule 1, même si ça coûte énormément d'argent de les annuler, mais ça permet de faire un break d'un mois pour essayer de comprendre comment on peut changer le règlement technique pour redonner, pour éviter, et notamment le problème des écarts de performance, on va en parler. Et pour autant, je ne vois pas Max Verstappen s'arrêter parce qu'il est aussi très attaché à ce monde, à cette équipe, et qu'il va pouvoir, malgré tout, faire des courses ailleurs, s'oxygéner un petit peu l'esprit. J'y crois pas. Après, là, chacun qui nous regarde peut avoir sa propre opinion. C'est pas une information, c'est du ressenti. Et finalement, l'avenir nous le dira. On parlait des écarts de performance, on va revenir sur l'accident d'Oliver Biermann en se demandant si la F1 n'a pas un petit peu mis de côté les questions de sécurité des pilotes en ce début de saison. On rappelle le contexte, début du 22e tour, Oliver Biermann qui tente de dépasser Franco Colapinto. On arrive dans un des secteurs les plus techniques du tracé japonais, sans doute même l'un des plus techniques de l'ensemble du championnat, les virages 11 et 12, donc on est après les deux droites de Degner, on passe sous le tunnel et il y a la première cassure à droite qui passe quand même assez vite et l'épingle à gauche. À ce moment-là, dans cette partie du circuit, Franco Colapinto fait de la recharge, du super clipping. Il est donc nettement moins rapide qu'Oliver Biermann qui arrive derrière, qui lui n'est pas du tout dans cette phase-là de récupération. Il y a un gros delta de performance. On parle de 50 km/h d'écart entre les deux voitures dans ce virage numéro 10. Franco Colapinto, qui a ce mauvais réflexe en voyant la Haas arriver, d'écarter la trajectoire, de fermer la porte. Oliver Biermann sort de la piste, se retrouve sur le gazon et à ce moment-là, il est comme s'il était en luge et il va retraverse la piste, va percuter un petit peu plus loin le mur de pneumatique. On parle d'un choc à 50 G. 50 G, ça veut dire que chaque kilo de votre corps est multiplié par 10. Si votre tête fait 10 kilos, à part 50, elle en fait. Si c'est 50 G, c'est 50. Ça devient complètement démentiel comme donnée. Heureusement, on le voit encore, les conditions de sécurité sur ces Formule 1 sont assez exceptionnelles. Le mur de pneumatique a aussi fait son office. Il s'en sort avec quelques contusions au genou. Il a fauché aucune voiture. Il percute aucune voiture, c'est vrai. Et il a une contusion au genou parce que les jambes dans l'habitacle ne sont pas attachées. Donc forcément, quand on vient prendre un impact latéral, les jambes ont cogné sur le châssis. Il aura le temps de s'en remettre. Mais il y a eu une sorte quand même d'électrochoc parce que à plusieurs reprises, les pilotes avaient parlé de ce risque en cas de grosses différences de vitesse relative et d'enchaînement qui vient de se produire là. Mais tu n'as pas été choqué par
la non-réaction de la FIA. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé réellement. Ils ont émis une note sur l'incident, puis ils ont dit affaire classée. Oui. Terminé. Voilà, no further action. Ok. Voilà. Ben, c'est fou, Génial. C'est fou. Alors, j'avais pas prévu qu'on l'évoque dans ce sens-là, mais c'est pas un problème. Non, mais c'est dingue parce que, alors, c'est difficile d'inverser l'ordre de mes arguments, les arguments que je voulais te proposer. Pour moi, l'accident de Birman, Stéphane, je sais pas si tu auras la même vision que moi, il y a conjonction de 3 éléments. Justement, cette cohabitation en piste entre une équipe qui, à ce moment-là, à cet endroit du circuit, va faire du super clipping, donc de la recharge d'énergie, et d'autres où justement, on va profiter du fait que l'adversaire recharge pour tenter de le dépasser. C'est de la stratégie, c'est ce que beaucoup de pilotes n'aiment pas, mais n'empêche que ça doit arriver à un moment et ça fait partie de la stratégie. Ça génère un énorme écart de vitesse, on a parlé de 50 km/h. Il y a cette défense, c'est le deuxième élément, il y a cette défense qui n'est pas acceptable de la part de Franco Colapinto. Je ne veux pas tirer sur Colapinto lui-même, mais cette défense, ce coup de volant pour fermer la porte, on le voit depuis des années dans les zones de freinage, sauf que les circuits, une immense majorité des circuits permettent quand même aux pilotes de sortir de la piste, de revenir. Il y a des dégagements bitumés, on en a souvent parlé, c'est une catastrophe pour la Formule 1. Donc on a laissé ce réflexe se développer chez tous les pilotes, sans se rendre compte que si un jour ça arrive à un endroit, et c'est le troisième élément, c'est que dans ce virage-là, à Suzuka, sur ce genre de circuit old school, mais qui sont les plus beaux circuits, c'est pareil à Spa, c'est pareil à Imola, il y a des endroits où vous êtes sur le gazon dès que vous quittez la piste. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est une sanction si un pilote fait une erreur. Mais par contre, pour moi, les responsables de la FIA ont fait une erreur depuis des années en ne sanctionnant pas lourdement ce genre de défense, et ont laissé se développer un réflexe de mettre un coup de volant dans une zone de freinage où l'adversaire qui arrive, lui, il peut plus rien faire. Il arrive avec 50 km/h de plus que vous, il va pas par magie pouvoir ralentir sa voiture plus que vous, parce que la physique fait qu'il arrive avec 50 km/h de plus que vous et il peut pas amortir l'énergie. Et tout ça fait que, effectivement, on a assisté à un très très gros accident qui se termine bien, mais donc Carlos Sainz fait son rôle de représentant des pilotes, c'est le président du GPDA, l'association des pilotes de Formule 1, et il a fait une longue déclaration avec des mots qui sont forts. L'accident était prévisible, les pilotes l'avaient annoncé, ça c'est quand même déjà très fort. Imaginez si ça s'était produit à Las Vegas ou à Bakou, sans dégagement, à des vitesses encore plus élevées. J'espère que la F1 va revoir sa position, car il est clair que le règlement comporte des failles et des problèmes qu'il faut résoudre avant Miami. Il met une échéance. Ouais. Miami, c'est le prochain Grand Prix. Comme ça, au moins, tout le monde est très clair. La suite de la déclaration, peu importe si nous perdons une demi-seconde au tour, s'il faut baisser la puissance pour que le moteur électrique tienne plus longtemps, je suis convaincu que ce sera plus sûr et aussi plus divertissant, car on serait moins dépendant de l'énergie disponible. Là, les dépassements que nous voyons ne sont pas des vrais dépassements. Sur la fin de la phrase, on est plus sur le sportif. On l'a déjà évoqué. Il y a ce qu'on appelle des dépassements qui sont en fait des échanges de positions, parce que la stratégie n'est pas la même. Je voudrais qu'on se concentre, Stéphane, sur le fait que les pilotes l'avaient annoncé, que si ça arrive, comme il le dit, à Bakou, avec plusieurs dizaines de kilomètres/heure de plus, ça peut être potentiellement létal. Oui, bien sûr. On en est là. Bakou, c'est 380 km/h avec un angle défavorable d'accident, de crash. La voiture peut décoller, il peut partir dans les tribunes. On a déjà eu ça au Mans. Moi, je revenais au fait que Berman a été surpris par la position de Colapinto qui faisait de la recharge là. Les équipes nous ont expliqué, les motoristes nous ont expliqué qu'il faudrait quelques grands prix en fait pour que tout le monde arrive à ce même point d'équilibre, ou savoir faire du super clipping sur un circuit et ou décharger de l'énergie de façon cohérente sur un tour chrono et puis en course pour dépasser quelqu'un. Et on l'a vu, c'était même un petit peu ridicule, ce push-to-pass entre les Ferrari et puis les Mercedes, où un pilote est complètement impuissant, puis il regarde l'autre passer. Ils se font coucou même par moment pour essayer d'accentuer le côté ridicule de la situation. Et en fait, ce qui arrive, c'est que
toutes les écuries ne se sont pas, c'est pas accordées, mais surveillées les unes les autres et n'ont pas encore bien compris l'optimisation pour arriver aux mêmes conclusions sur un même circuit. Mais bon, les moteurs sont différents, ils ont des qualités différentes, ils ont des capacités de recharge, de caractéristiques peut-être différentes. Donc, un Mercedes ne va pas être la même chose que un Ferrari, tout à fait. Mais il y a des pilotes qui, avant le début de la saison, expliquaient qu'en fait, c'est surtout dans le trafic où il faudrait être assez malin pour comprendre comment utiliser soit le mode boost, soit essayer de surprendre l'adversaire pour passer de façon gratuite. Et c'est ce qu'a essayé de faire, voilà. J'ai l'impression que Berman était surpris par ça, même s'il y avait du super clipping en arrivant avant même ce virage-là, où des pilotes n'accéléraient pas dans cette épingle. Mais en fait, il y a des choses qui surprennent encore beaucoup les pilotes, mais on n'arrivera peut-être jamais finalement à un comportement uniforme des pilotes sur un circuit en qualif et en course, ce qui fait que on s'expose en fait en permanence à ce genre de situation, et spécialement quand même dans le trafic. Alors, il faut supprimer cet effet du super clipping qui avait été réduit quand même par la FIA juste avant le week-end. Elle avait dit, la FIA, on ne touchera pas aux règles de recharge maxi. Puis finalement, avant les premiers essais, ils avaient autorisé 8 mégajoules contre 9 habituellement pour du super clipping, pour de la recharge. Ça voulait dire qu'en fait, ils voulaient minorer ce temps consacré au super clipping qui est quand même délicat. Mais maintenant, si on le supprime complètement, on va avoir des voitures qui vont être quand même beaucoup moins rapides, qui n'ont pas les capacités électriques de fournir l'énergie pour faire un tour correct. Et surtout, le thermique ne pourra pas prendre le relais puisque le règlement a redimensionné cette part du thermique. Et en fait, il faudra revenir au moteur de l'année dernière. Et ça, c'est pas envisageable parce que les moteurs de cette année ont coûté très très cher. On est parti pour 5 ans. Et tu nous disais, Gilles, en préparant l'émission, mais que fait Audi ? Audi, ils n'ont pas dans les cartons le moteur de l'année dernière. Non, c'est clair. Donc, ça, c'est pas une solution envisageable. On est obligé maintenant de s'adapter très fortement et de solutionner ces deltas de vitesse qui sont super inquiétants, ou de limiter en fait la perte de vitesse sur un super clipping à une donnée de 20 km/h. Peut-être que ça sera acceptable, parce qu'avant, on avait quand même des DRS qui étaient super puissants, qui donnaient 30 km/h de vitesse en plus, mais quand tu déclenches ton DRS, tu es actif. Donc, c'est pas celui qui est devant, en fait, qui s'arrête comme s'il y avait un mur devant toi d'un seul coup, c'est toi qui le dépasses. Donc, les deltas étaient actifs. Là, on a des deltas qui sont passifs, qui sont subis par un pilote qui est surpris et qui est obligé d'aller dans le décor pour éviter un crash. Mais c'est pour ça que je disais, là, l'équation, elle est quasiment insoluble parce qu'il y a très très peu de marge de manœuvre sur les moteurs, parce que les moteurs, ils sont configurés, optimisés pour sortir une certaine puissance. Et si on dit, on réduit finalement l'ambition électrique, on va ralentir les voitures. Et Carlos Sainz, il le sait très bien. Et quelque part, il met un petit peu la FIA devant ses responsabilités en disant que les voitures aillent moins vite. Oui, mais il en va de la sécurité des pilotes. Il y a un moment, on peut plus trop négocier dans ce domaine-là. Alors, tu sais, ça s'est arrivé, ça me fait penser à cet accident mortel d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger en 94 à Imola, où les constructeurs se sont mis d'accord pour réduire considérablement la puissance des moteurs. Ils ont ouvert les boîtes à air. Ils ont perdu 50, 80 chevaux, je ne sais plus exactement, mais ils ont perdu beaucoup de temps parce qu'il fallait réduire ces vitesses de passage en courbe, etc. C'était une course à la mort, là. Et c'était plus possible. Maintenant, du point de vue de l'image, c'est délicat. Et c'est là où j'en veux un petit peu aussi à ce petit monde qui tourne en boucle, où les décideurs s'étaient dit on va mettre ces moteurs-là en service. Ils les ont testés fin janvier pendant 3 jours. Ils ont dit ça va être très compliqué, on le savait déjà. On commencera la saison, ça sera très très dangereux sur les phases de départ. Il va y avoir des situations chaudes, dangereuses. On est en plein dedans. Moi, je me souviens du shift du moteur turbo vers le moteur atmosphérique de 88 sur 89. Il y en a même qui l'avaient anticipé. Eh bien, l'année précédente, tu pouvais déjà tourner avec le moteur de l'année suivante quand même. Et ça, on ne l'a pas fait pour des questions de coûts, pour réduire absolument les coûts. On a couru après ça. Et puis finalement, tout le monde teste son moteur en conditions de course. C'est super dangereux et c'est très grave. Alors,
On va voir ce qui va se passer maintenant, parce que finalement, Carlos Sainz a fait son job, lui, de représentant des pilotes. On va voir dans quelle mesure les pilotes, entre eux, sont finalement solidaires. Et puis, on en reparlera. Sachez déjà, on vous redonnera, mais le prochain Fou du volant, ça sera le 14 avril, celui qui aurait dû intervenir après le Grand Prix de Bahreïn. Malgré l'annulation du Grand Prix de Bahreïn, on a choisi de maintenir ce rendez-vous avec les Fous du volant, parce que juste avant, il doit y avoir une réunion de la FIA et avec les constructeurs, justement pour voir ce qu'on peut faire pour essayer de modifier un petit peu le règlement. Et la sécurité sera dans les paramètres. Donc, on essaiera de faire le point à ce moment-là. Je vous redonnerai la date, mais sachez qu'on ne laisse pas le truc un petit peu dans la nature et qu'on va y revenir. Non, ce qui me gêne simplement, c'est que c'est un déni de réalité par rapport à tout ce monde de la Formule 1. Ces gens qui font le règlement et qui écoutent des gens qui sont attachés en fait à des répercussions industrielles, commerciales. Ça, c'est l'obsession, vraiment. Et là, ce qu'on voit, c'est que la F1 fonce dans une impasse et elle maquille la réalité jusqu'au tour embarqué de Kimi Antonelli, qui a été squeezé sous fond de problèmes techniques. On voit le début du tour, comme tous les tours, hein, le meilleur tour en course, le tour de la pole position, on le voit en caméra embarquée du début à la fin, sauf que là, il y avait un super clipping de malade dans le 130R. Ce virage a été dévalorisé, démythifié depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Toto Wolff l'a dit, mais c'est vrai. Et ça passe à fond maintenant, mais là, ça en était ridicule. Et ce passage-là, comme par hasard, a été occulté. Bon, et on a des gens en fait qui ne veulent pas voir la réalité. Et sur les premiers problèmes qu'on a eus de différence de vitesse sur les 2 premiers Grands Prix, on nous a dit non, circuler, il n'y a rien à voir, les fans adorent. Et moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est qu'on est dans une course au recrutement des nouveaux fans de la Formule 1, des gens qui n'ont pas de recul par rapport à ça et qui voient des dépassements comme dimanche et qui disent mais c'est génial, mais qui ne voient pas le danger. Et on dit mais en fait, les derniers arrivés qui n'ont pas de recul sur l'histoire de la discipline, ce qu'elle est réellement son ADN, ces gens-là ont raison. Parce qu'on a tellement besoin d'une croissance de 5 ou 10% par an pour développer ce produit qu'est la Formule 1. Et puis, ce sont des gens qui sont du marketing, je le répète, qui sont au 15e étage de tours de constructeurs ou de grands sponsors qui nous disent « Ah non, mais nous, c'est ce qu'on a envie de vendre, c'est ce qu'il faut faire, et puis on verra. » Mais ce n'est pas eux qui prennent les risques. Et je reviens sur l'argument de ne pas montrer le super clipping dans le 130R. Ça existe dans tous les domaines, hein, que les réalisations choisissent de montrer une chose plus qu'une autre. On a eu. Mais ce tour, il est enregistré, on l'a. On ne le montre pas. Ça se fait pas trop en France, mais des réalisations où on rajoute des encouragements de spectateurs sur des matchs de foot, tout ça. Pendant le Covid, on avait des chants de supporters alors que les stades étaient vides. On met les caméras, on met tout le public dans une tribune, on met les caméras en face. Bon voilà, ça arrive. C'est des petites astuces. Faut pas forcément tirer sur la réalisation en elle-même. Bref, ce sujet de la sécurité, là, il est revenu avec cet accident, heureusement sans gravité, il est revenu au centre. Et avant de parler éventuellement de performance et même d'intérêt de la course, là, il va falloir revenir sur la sécurité des pilotes. Je crois que tu voulais mettre un petit taquet aussi au collège des commissaires. Bah, le collège des commissaires. Alors, c'est exceptionnel. Ça m'embête. Ils étaient 5 ce week-end. 5 au lieu de 4 habituellement. Ça m'embête, mais l'ancien pilote, il est très, très ancien. Il s'appelle Derek Warwick. Il était déjà assez âgé quand moi j'étais jeune et que je regardais la Formule 1. Alors, je te donne et je ne veux pas faire du jeunisme, mais il a 71 ans. Je ne sais pas comment il peut juger. C'est un monsieur qui est très expérimenté. Je suis d'accord, mais enfin, il a arrêté en 93. Ça commence à être très expérimenté. Tu connais quand même son fait de gloire qui justifie de toute façon sa présence, c'est sa victoire au 24 heures du Mans avec Peugeot. Ça, tu l'enlèveras jamais. On est à 1000 lieues. On a vu Danny Sullivan par le passé aussi, vainqueur des 500 miles. Ça, tu t'inclines devant ça. C'est tout terminé. Non, mais je m'incline. Non, mais j'ai un énorme respect pour ces gens-là. Mais par contre, pour juger il a pas. Oui, tout à fait. Il n'a pas tilté. C'est bizarre. Même des pilotes d'endurance qui ont un peu plus l'habitude de cette gestion de l'énergie seraient plus au fait qu'un ancien pilote de Formule 1 qui a l'âge d'être le père des pilotes. Les noms des 4 ancien pilote dans le collège des commissaires l'année dernière, Derek Warwick, Vittorio Liuzzi, Pedro Lamy. Ça, c'était quand ? L'année dernière. Ah oui, l'année dernière. Et Enrique Bernoldi, les 4 qui se sont relayés en fait comme caution pilote en fait pour prendre des décisions. C'est vrai qu'on se dit qu'il est plus en phase avec
tout ce qui est récupération d'énergie. On sent qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il n'a pas, même s'il a fait du Masters Grand Prix, des choses comme ça, mais ça n'existait pas. Donc, il n'a pas roulé dans cette période-là. Donc, et en même temps, il pourrait être légitime parce qu'il a roulé à une époque où les pilotes ne faisaient pas ce genre de choses. Parce que si tu poussais dans les années 80 un pilote dans l'herbe et qu'il allait se fracasser dans le mur, et il avait quasiment toutes les chances de mourir. Donc c'est vraiment compliqué et je pense qu'il va falloir dépoussiérer un peu ce côté-là. Et encore une fois, je ne fais pas du jeunisme. J'ai un immense respect pour le monsieur en lui-même. Oui, c'est oui, pas bien ça sûr, le problème. bien sûr. Non, Voilà, non, mais vraiment, c'est que il y a un moment c'est pour ça que il y a un moment, il y a un écart générationnel. Voilà. C'est pas les voilà, 71 ans à la qu'on dit, rigueur, c'est qu'il y a un écart aurait fallu générationnel. parler du personnage sans donner le nom. On vous le donne, mais voilà. Oui, sachez non, que mais c'est pas du tout il n'est pas en cause. Bon, on a l'impression qu'il y mal a placé pour faire du jeunisme. Il y a une écart il y a une époque qui est passée. Bon. Allez, on change de sujet justement. On va parler de la jeune garde et de cette renaissance à l'italienne. On ne parle pas des châteaux de la Loire, on parle de Andrea Kimi Antonelli qui s'est imposé pour la deuxième fois consécutive après la Chine. L'Italien a donc remporté ce Grand Prix du Japon et il écrit l'histoire quand même de la Formule 1. Alors, dans le désordre, d'abord parce qu'il est le plus jeune, désormais, leader au classement général des pilotes en Formule 1. On va voir le classement avec Kimi Antonelli, 72 points. Il a 9 points d'avance sur son coéquipier George Russell, qui avait remporté le Grand Prix en Australie. Il se retrouve déjà avec une avance assez confortable, 23 points d'avance sur Charles Leclerc, Lewis Hamilton en 4e position, Lando Norris 5e. Ça permet, au passage, ça c'est un détail, mais ça permet à Mercedes quand même de compter déjà 45 points d'avance sur Ferrari après seulement 3 Grands Prix. McLaren à 46 points en 3e position, devant Haas et Alpine. Alors, à la rigueur, le top 3 peut être, on va dire, logique. Voir Haas et Alpine dans le top 5 du classement des constructeurs, on se dit qu'il y a eu une redistribution des cartes assez incroyable. Et donc, je le disais, notre ami Andrea Kimi Antonelli, il devient le plus jeune leader au classement général dans l'histoire de la Formule 1 et il déloge Lewis Hamilton, Stéphane. Oui, tout à fait. Tu veux que je te donne les chiffres allez. Voilà, on les a là. Tout à fait. Donc, 19 ans et 7 mois, 22 ans. Donc, il y a 2 ans et demi, on va dire, allez, en gros, 3 ans d'écart. Pour moi, c'est encore un cap générationnel, ce qui est complètement dingue. Moi, je me souviens de la génération des années 80, les Prost Senna qui arrivaient en Formule 1 à 25 ans. Avec Lewis Hamilton, à 25 ans, tu étais déjà champion du monde et depuis longtemps. Et tu menais le championnat déjà à 22 ans. Et là, c'est encore 3 ans avant, quoi. C'est hallucinant. Ce que n'a pas fait Verstappen. Verstappen, j'ai regardé, il était numéro mondial en 2021. Donc, c'était 6 ans après ses débuts en Formule 1. Donc, Verstappen, il est déjà loin dans cette catégorie. Après, il faut relativiser, parce qu'il faut arriver jeune, ce qui est déjà assez rare, et il faut arriver au volant d'une voiture qui est capable de vous permettre de gagner des Grands Prix et de pointer en tête au championnat. Il fait bien le travail. Ce qui n'était pas tout à fait le cas de Verstappen quand il est arrivé. Antonelli, il fait bien le travail parce qu'il est le plus jeune vainqueur sur un circuit du Big Five. On rappelle ces 5 grands circuits qui dominent tout le calendrier. Franchement, c'est Suzuka, Monaco, Spa, Monza et puis Silverstone. Voilà. Quand on gagne sur ces 5 circuits, c'est que vraiment, là, c'est des parties de pilotage où il y a un fond d'histoire et on a une ligne particulière sur la carte de visite. Et surtout, il fait le hat-trick à Suzuka. Dans sa 2e année, l'année dernière, il avait déjà fait le meilleur tour en course. En tant que débutant, c'était sa première à Suzuka. C'est assez hallucinant. Et les pilotes qui ont fait un hat-trick à Suzuka s'appellent Senna, Schumacher, Vettel et Verstappen. Rien d'autre. Des jolis noms. C'est assez fantastique. Donc ça veut dire que ça le pose quand même. Et j'ai vu... ça y est, là, le petit caractère qui pointait quand même. 48e tour, l'appel de Bono, ramène la voiture à la maison s'il te plaît. 49e tour, mais oui, bien sûr, tu as vu mon record du tour. 49e tour, non mais c'est fantastique, il lui répond comme ça et on se pose pas de questions. Et chez Mercedes, on dit bon allez, ok, c'est bon, c'est réglé, il fait ce qu'il veut. C'est comme Max Verstappen, c'est pareil. Et Marco rigolait en disant... Rien qu'en disant ça, tu vas déchaîner la tempête. Mais non, mais Marco, à l'arrivée des courses, il en rigolait en disant mais oui, on peut rien lui dire, c'est comme une coquetterie, quoi. Mais bon, faut pas se louper dans ces cas-là, mais à Suzuka, tu as 12 secondes d'avance
sur Piastri, et pourtant, tu rajoutes une petite couche. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est un message, hein, ça s'appelle un message. On a la déclaration de Kimi Antonelli, qui a quand même eu un petit peu de réussite, parce qu'il avait largement raté son départ. Hein. Il se retrouve 6e à un moment dans le premier tour, alors qu'il était parti de la pole. Il a quand même la réussite, parce que George Russell s'arrête pour changer de pneu juste avant l'accident d'Oliver Biermann. Donc, lui, du coup, rentre au stand et il a quasiment un arrêt gratuit pour changer de pneu par rapport à son adversaire. Donc, ça le remet à son coéquipier. Ça le remet devant. Il a eu de la chance. Mais après, derrière, sa déclaration, le deuxième relais était très agréable. Je me sentais vraiment bien dans la voiture. Et j'ai maintenant plusieurs semaines pour m'entraîner sur les départs et sur le lâcher d'embrayage parce que c'est un de mes points faibles pour le moment. Sur la deuxième partie de course, c'est clair qu'il était largement au-dessus. Il a creusé l'écart, jamais inquiété. C'était vraiment passionnant. Enfin, en tout cas, c'était pas passionnant à regarder, mais en tout cas pour lui, c'était très intéressant. C'est l'explication. Je te coupe juste, Gilles, parce que ça vaut le coup. C'est en rebond à ce que tu dis et l'explication de Toto Wolff sur ce mauvais départ. Toto Wolff, il a dit les jeunes apprennent à conduire avec des boîtes de vitesse automatiques. Dans les écoles, dans les auto-écoles. Oui, mais enfin bon, lui, il n'avait pas allé à l'auto-école. Non. Nous devons leur apprendre à relâcher l'embrayage lentement, progressivement. Lui, il voit ça dans cette réalité. Non, mais c'est quelque chose que c'est presque une mémoire musculaire que tu as. Alors après, évidemment, il a fait de la monoplace très longtemps, etc. Mais il en a un petit peu rigolé. Voilà, c'était sa façon à lui, en forme de boutade, d'expliquer que c'est la nouvelle génération. Ils ne savent pas encore tout faire. Heureusement, ce champion n'est pas parfait, mais il rajeunit quand même un petit peu l'image qu'on a du vainqueur en Italie. Et bien justement, puisqu'on parle d'Italie, on va rejoindre Guillaume Pacini, qui est notre collègue d'Eurosport.fr, qui est notre correspondant dans la botte italienne, parce que évidemment, un Italien qui s'impose une fois, ça a dû faire vibrer du côté de l'Italie, mais alors qu'il s'impose deux fois, qui devient le plus jeune leader au classement des pilotes en Formule 1. Bonjour Guillaume. Raconte-nous quel est le retentissement du côté transalpin de cette deuxième victoire et de ce statut de leader au championnat de Andrea Kimi Antonelli. Salut Guillaume. Salut les gars. Ça fait du bien parce que alors on a eu Bezzecchi aussi en MotoGP, on a eu un beau week-end quand même en Italie, mais c'est vrai qu'Antonelli on entendait ça depuis 20 ans quand même en Italie, une victoire d'un pilote italien en Formule 1. Et c'est vrai qu'il suffit de voir les unes des journaux lundi où Antonelli a pris toutes les unes parce que c'est un talent, parce qu'il a que 19 ans, parce qu'on adore aussi le personnage qu'il est. C'est un gamin. Ses parents, eux aussi, ils sont rentrés un peu dans la lumière. Son père Marco et sa mère Veronica. Et donc on aime bien aussi ce cocon qu'il y a autour de lui, mais on l'a suivi l'année dernière pour sa première saison, on va dire, chez les grands. On sait que c'est protégé de Toto Wolff. Donc ça, on le regrette un peu parce qu'on aurait bien aimé voir Antonelli du côté de la Rossa de Ferrari. Mais en tout cas, le voir gagner 2 fois de suite, le voir prendre la tête du mondial, je peux vous assurer que ça fait du bien parce qu'on l'attendait depuis très longtemps. Et on a l'impression quand même qu'Antonelli, il est bien parti quand même pour durer en Formule 1. En tout cas, on l'espère. Stéphane, tout à fait, numéro 1 mondial. Effectivement, ça change pour l'Italie quand même parce que j'ai regardé les numéros 1 mondiaux italiens. Et il y a, c'est un palmarès à trous, mais c'est même plus des trous, c'est des gouffres. J'ai regardé ça, en fait, il y a eu une première période dorée. Il y a beaucoup de pilotes, en fait, qui étaient italiens. Il y avait beaucoup de marques aussi italiennes, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, etc. Et de 50 à 60, on a 5 pilotes en tout qui sont numéro 1 mondiaux à un moment ou à un autre. Farina, 7 fois parce qu'il est champion du monde en 1950, et Ascari, 14 fois parce qu'il est champion du monde en 52-53. Et là, les Italiens se disent, la Formule 1, c'est pour nous, on sait faire, il n'y a pas de problème, et on a 10 pilotes pour ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pendant à peu près 20 ans, il ne se passe rien, puisque pour retrouver un pilote numéro 1 mondial, après, il faut attendre Alboreto. Ils en ont 2. Ils ont De Angelis chez Lotus et Alboreto qui joue le titre contre Alain Prost chez Ferrari. Mais ça ne dure qu'un an, malheureusement. Et là, de nouveau, une génération passe. Et il y a Fisico qui revient en tête du championnat en début d'année, à peu près sur un malentendu, parce que Alonso a un problème technique et Fisichella prend le relais et le voilà propulsé en tête du championnat. Il est chez Renault à ce moment-là, Tout à fait. Ouais. Et après, on attend effectivement 20 ans pour avoir de nouveau un pilote italien champion du monde. Alors moi, ma sensation de tout ça, c'est que
l'Italie a regardé ces pilotes avec beaucoup d'amour dans les années 50 et puis elle s'est lassée à un moment parce qu'il n'y avait plus de pilotes italiens. Et il y a eu un événement quand même assez important. C'est la mort de plusieurs pilotes italiens. Et Enzo Ferrari avait dit, en fait, je peux pas assumer le fait de mettre des Italiens dans mes voitures et de les voir tuer. C'est simple. Alberto Ascari en 55, Eugenio Castellotti en 57, Luigi Musso en 58 et Lorenzo Bandini en 67. Et ça a été le déclencheur. Se sont tués au volant de Ferrari de course. Et Enzo Ferrari, à un moment, dit un Italien, il a une pression trop forte. En Italie, 6 pilotes pour Ferrari. Et 2, en tant que boss de l'écurie Ferrari, en tant que patron, fondateur, je ne peux pas assumer émotionnellement que des pilotes, voire des pilotes mourir. Et c'est pour ça qu'il se désintéresse des pilotes italiens et que l'Italie, en fait, commence à voit de plus en plus la Formule 1 dans le prisme de Ferrari, parce que Ferrari est au départ de tous les Grands Prix, avec une chance, sinon de victoire, au moins de podium. Et c'est là où Ferrari s'installe et où on met un petit peu de côté les pilotes italiens. Est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'il n'a pas utilisé Enzo Ferrari justement pour supplanter dans le cœur des Italiens, la marque Ferrari aux pilotes italiens. Guillaume, en tout cas, toi, vu l'âge que tu as des souvenirs de Fisichella, vainqueur d'un Grand Prix, leader du championnat. C'est une première pour beaucoup de fans de Formule 1 en Italie, là, ce qui se passe en ce moment. Alors moi j'ai un peu plus de 30 ans, donc j'ai des souvenirs. Et en plus, Fisichella, je l'ai eu au téléphone pour parler avant la saison de Kimi Antonelli. Alors il a de grands espoirs sur lui, et il l'a bien fait parce qu'il a gagné 2 fois depuis que je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit qu'en plus, il avait quand même plusieurs pilotes italiens qui arrivaient au fil du temps. Donc il a en tout cas espoir que, on va dire, les graines de champion arrivent derrière Antonelli. Mais c'est vrai qu'il y a des générations ici en Italie entières qui n'ont pas vu Ferrari gagner, parce que ça fait quasiment 20 ans aujourd'hui qu'on attend un titre du côté de la Scudetto. Et donc, voir aujourd'hui, entendre le Fratelli d'Italia sur le podium, en fait, si c'est pas Antonelli, Ferrari, c'est compliqué, parce que l'année dernière, ils n'ont pas gagné une course. Cette année, on va voir, on a un peu plus d'espoir, mais voilà, on voit bien que les Mercedes ont quand même une longueur d'avance. Donc c'est vrai qu'Antonelli, il redore un peu le drapeau italien. Et pour vous donner une idée aussi de sa popularité en Italie, il y a 2 choses. La première, c'est que sur Instagram, il est plus suivi que Yannick Sinner. Il a quasiment 6 millions de followers. Donc c'est dire aussi la dimension qu'il prend en Italie et à l'échelle mondiale. Et aussi, pour vous rappeler que récemment, en Serie A à Bologne, parce qu'il est né à Bologne, Kimi Antonelli, c'est la première fois que je voyais ça en Italie, c'est que pendant un match de foot à Bologne, il y a eu une énorme banderole après sa première victoire pour le féliciter, pour féliciter le gamin du pays. Donc quand on voit un gamin de la F1 qui a 19 ans prendre le pas sur un match de foot, croyez-moi, en Italie, c'est quand même bon signe sur le fait qu'il devient très, très, très populaire. Alors, tu parlais de Yannick Sinner, le tennisman, il y a aussi une question de personnalité. Sinner est quelqu'un de très discret, d'un personnage un petit peu lisse. C'est pas une critique, hein. Il y a des gens qui sont lisses, mais qui sont très bien aussi. Alors que Kimi Antonelli, il a une bouille, il a quand même je sais pas, ce côté un petit peu juvénile, il est plutôt mignon. On a envie d'être copain avec lui. Moi, je me posais la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Scuderia Ferrari aujourd'hui de voir un Kimi Antonelli arriver? D'un côté, je me dis, ça leur enlève un petit peu de pression. De l'autre, on va pas tarder à se retourner en disant, bon, et vous faites quoi maintenant, vous? Écoute, moi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. Alors, je pense déjà que Ferrari est intouchable en Italie. Ferrari, c'est un patrimoine national. Tous les dimanches, les tifosi se réveillent. On s'est tous réveillés pour le Grand Prix du Japon, le Grand Prix de Chine. On était à l'heure en Australie aussi. On a tout suivi de près. On avait mis le réveil. Donc, Ferrari, pour moi, est intouchable. Mais c'est sûr, déjà, qu'on se demande comment Ferrari a pu se laisser passer sous le nez un prodige comme Antonelli, parce que voir un Italien gagner chez Ferrari, c'est un peu évidemment le summum pour les tifosi. Et aussi, à force, les tifosi, à force d'attendre les générations entières, je parlais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, Antonelli, il est dessus, il est très suivi. Donc forcément, les générations qui arrivent, les jeunes générations, alors moi, je suis d'une jeune génération, mais j'ai vu Schumacher gagner, j'ai connu la belle époque de Ferrari, donc je suis quand même chanceux. Et pour les nouvelles générations, elles vont forcément se rattacher un peu à Antonelli, parce que c'est lui qui gagne, parce que c'est lui aujourd'hui
qui a quasiment le plus de chances de ramener le titre mondial en Italie. Et c'est vrai qu'à force, Ferrari, on attend. On avait de grands espoirs l'année dernière, pardon. Moi, je me souviens quand il y avait la grande présentation à Milan, Place Duomo, quand Hamilton est arrivé, Charles Leclerc, le principine, on y croit depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Mais à force, on attend et ça n'arrive pas. Donc, moi, je pense que les jeunes générations, justement, elles vont se rattacher aussi à Antonelli. Je ne dis pas abandonner Ferrari parce que c'est pas possible. Pour moi, l'Italie et Ferrari sont indissociables. Mais le fait aussi, Gilles, tu le disais, le fait qu'il ait une bonne bouille, le fait que sa famille est hyper attachante, le fait qu'il est rentré de Bologne là hier en catimini, il voulait pas faire la fête, il voulait vraiment se concentrer sur le boulot. On voit bien que c'est pas non plus quelqu'un qui a une communication gigantesque, qui en fait des tonnes. Donc, même sa personnalité, un peu comme Sinner, le fait que ce soit quelqu'un de rangé, de très jeune, un grand espoir, ça le rend aussi attachant. Donc, je ne suis pas certain vraiment que ce soit une bonne nouvelle pour Ferrari, parce que Ferrari, en tous les cas, croyez-moi, ils ont la pression de gagner. En Italie, on n'attend que ça depuis quasiment 20 ans, et ça ne leur enlèvera pas de la pression, en tout cas. Mais alors, à titre personnel, est-ce que tu préfères l'épopée de Ferrari avec un pilote allemand ou l'épopée d'un pilote italien dans une écurie allemande? Alors là, Stéphane, tu ne m'avais pas prévu de ce deal-là avant qu'on enregistre, je n'y avais pas pensé. Moi, je me souviens, je m'en souviens que mes amis, quand je suivais la MotoGP à l'époque, il y avait ce débat entre les Ducatisti, donc les fans de Ducati, et les fans de Valentino Rossi. Il y avait vraiment ce débat. Alors, il y avait beaucoup plus de tifosi pour Rossi que Ducati ou que Biaggi, par exemple. Aujourd'hui, honnêtement, comme je vous le disais, je pense que moi, j'ai vécu vraiment, j'étais adolescent quand Schumacher a gagné, quand Schumi était là. Et moi, il m'a tellement marqué à titre personnel que je choisirais toujours Schumi, même s'il ne parlait pas italien, même si voilà, il avait aussi des défauts. Mais pour moi, c'est mon enfance, mon adolescence, et j'ai grandi avec lui. J'étais en 2000 en Belgique quand il y a le fameux dépassement avec Hakkinen, avec Zonta au milieu. Donc, j'ai plein de souvenirs avec Schumi, mais je pense vraiment que les jeunes générations, si Ferrari ne se réveille pas ou si Ferrari ne gagne pas de titre d'ici peu, qu'elles vont vraiment s'attacher au personnage Antonelli et à sa trajectoire, parce qu'il a 19 ans, il est au début de sa carrière, et ça fait vraiment effet de voir un pilote Mercedes faire la une quand même des quotidiens italiens. Et puis ça intéresse évidemment l'organisation de la Formule 1 qui veut rajeunir à marche forcée. Et parfois en égratignant un petit peu les vieux grognards dont on fait un peu partie avec Stéphane sur le côté de plus en plus spectaculaire de la Formule 1 aux dépens du côté sportif. Là, c'est un jeune homme de 19 ans qui est en train de gagner. Ça cadre parfaitement avec l'envie de rajeunir l'audience de la Formule 1. Là, la Formule 1, non pas qu'elle soit contre George Russell, parce qu'il y a une importance britannique dans le microcosme de la Formule 1 qui est très importante. Mais un tout jeune garçon qui arrive, ça fait du bien à la communication aussi. Mais ça vaudrait te parler de la Scuderia Ferrari Academy, Driver Academy. Guillaume est quand même heureux de regarder sur Eurosport pendant un week-end complet de 24 heures à la mi-juin. Ferrari gagner avec des pilotes italiens, Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco et puis Alessandro Pierguidi, et ils ont gagné à chaque fois avec Ferrari. Ça, c'est beau. Donc, on les cherche en Formule 1, les pilotes italiens de Ferrari. Ils sont aux 24 heures du Mans. Oui, Giovinazzi, quand il est passé en Formule 1, on l'a pas beaucoup vu. Donc, il y a quand même aussi un petit peu cette touche, mais ça, c'est... pour moi, le résultat aussi d'une politique qui n'est pas une vraie démarche au sein de l'Académie des jeunes pilotes chez Ferrari. Parce que si tu regardes par exemple chez Red Bull, c'est Helmut Marko qui a sorti Vettel. Il a compris qu'il était spécial. Il a compris en discutant un quart d'heure avec Verstappen que c'était le champion du futur. Helmut Marko, ancien pilote, vainqueur des 24 heures du Mans en 71, je crois, et puis ancien pilote de Formule 1 aussi, qui a dû arrêter sa carrière, grave accident, il a perdu un œil, etc. Et il avait cette connexion avec les pilotes. Il savait en fait détecter un pilote en le regardant tout simplement. Et quand je vois un petit peu la façon dont on détecte les pilotes en Formule 1 chez Ferrari, je me dis que quelque chose ne va pas. L'Académie Ferrari, c'est parti en fait de Felipe Massa. En 2009, quand il était donc chez Ferrari, il a dit « mais moi je peux m'occuper de jeunes, je peux les coacher ». Et il a commencé avec Jules Bianchi.
Parce que Felipe Massa était managé par Nicolas Todd, le fils de Jean Todt, ex-boss de Ferrari. Et puis, il voulait favoriser son éclosion en Formule 1. Donc, il l'a pris sous son aile. Il a commencé à le conseiller. Il a détecté d'autres jeunes. Et ensuite, qui est devenu boss de cette académie? Eh bien, c'est Massimo Rivola, un manager qui est aujourd'hui en MotoGP à succès, d'ailleurs, chez Aprilia. Oui. Il y a eu Luca Baldisseri, qui était un ancien ingénieur, qui était en fait mis au placard, qui était ingénieur. Je sais où tu vas en venir, chez Ferrari. Je voulais en parler. Tout à fait. Et puis après, il y a eu Joe Clear, ancien ingénieur, alors là, qui a coaché jusqu'à récemment Charles Leclerc et Berman sur toutes les questions de la préparation du pilote. Donc ça, c'est très très intéressant, mais c'est pas lui qui les a trouvés ou détectés, si tu veux. Et puis maintenant, c'est Riccardo Adami. Riccardo Adami, c'est là le meilleur poste qu'on lui a trouvé quand on lui a dit merci, maintenant tu sors de toutes ces problématiques de voiture. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que tu n'as pas un regard vraiment acéré là-dessus. Chez Alpine, ils ont été très très forts. Ils ont compris que un Oscar Piastri qui n'avait pas fait une grande carrière en karting était quelqu'un d'excellent au volant d'une monoplace, etc., etc. Et puis on recevait il n'y a pas longtemps Gwen Lagru, qui est un pilote de rallye aussi et d'un bon niveau et qui comprend toute cette problématique-là et qui a trouvé un jour Kimi Antonelli parce que il arpentait les circuits de karting, mais tous les week-ends pour trouver la prochaine pépite. Et quand on l'a reçu, on lui a dit alors comment c'était les 2 premiers Grands Prix. Il nous a dit mais en fait moi je faisais mon travail, j'étais au bord des pistes en train de détecter des jeunes, de les regarder qui ont 8-9 ans et découvrir la prochaine star. Ce que tu veux dire, j'imagine, Guillaume, la question c'est est-ce qu'on a un Gwen Lagru, est-ce qu'on a un Helmut Marko dans la filière chez Ferrari capable de détecter les pépites? Ouais, Ferrari n'a pas mis en place en fait l'organisation pour détecter. Il n'avait aucune chance de détecter Kimi Antonelli. Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont l'équipement? Comme je vous disais, en Italie, quand Antonelli a gagné son premier Grand Prix, alors évidemment, on l'a célébré, on a analysé sa victoire, mais on s'est beaucoup posé la question, la Gazzetta dello Sport, le principal quotidien sportif ici, l'a fait, en disant mais comment Antonelli est passé entre les mailles du filet de Ferrari? Parce que, tu le disais Stéphane, il y a la Ferrari Academy, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui dans le monde de la F1 globalement pour repérer les jeunes pépites, les jeunes talents. Et après 20 ans sans victoire, voir un Italien gagner chez Mercedes, forcément, ça brise un peu le cœur des Italiens parce que déjà, Ferrari ne gagne pas. Mais si en plus un Italien ne gagne pas chez Ferrari, ne gagne chez Mercedes, le grand rival, on va dire, c'est compliqué. Donc, on voit bien qu'il y a des failles aussi dans la structure de la Scuderia Ferrari, mais en règle générale, on le voit bien, il y a eu tellement de changements ces dernières années dans les box, dans l'organigramme, dans la présidence, ça bouge à tous les étages chez Ferrari parce qu'il y a cette pression italienne du pays sur le fait que la Scuderia ne gagne pas depuis des années. Et je pense que voilà, il était concentré sur autre chose plutôt que sur on va dire, repérer des jeunes pilotes italiens parce qu'aujourd'hui, plus que les pilotes, c'est aussi la voiture qui a parfois des difficultés, on va dire. J'ai 2 noms à te soumettre, je ne sais pas si tu les connais, Filippo Sala et Nicolo Macagnani. Je ne sais pas si tu les connais, c'est les 2 Italiens qui sont en ce moment dans la Ferrari Driver Academy. Est-ce que ça peut être les futurs Andrea Kimi Antonelli au sein de la Scuderia Ferrari? On espère, c'est des noms, c'est vrai, qui reviennent aussi dans les journaux, parce qu'on a voulu aussi se rassurer sur l'avenir. Et comme je vous disais juste avant, quand j'ai appelé Fisichella, alors c'était avant la saison, je lui ai posé la question, mais comment est-ce possible que pendant plus de 20 ans, aucun pilote depuis toi n'ait gagné en Formule 1? Il m'a dit, c'est inquiétant parce que moi, j'aurais jamais pensé depuis cette victoire à l'époque, en 2006, ne pas voir un pilote italien me succéder. Mais il m'avait dit, voilà, il m'a dit, moi, je suis aussi patron d'une académie et je vois des jeunes arriver, des jeunes pilotes italiens éclore. Et le fait que Antonelli, on va dire, mène un peu la barque des jeunes pilotes italiens qui aujourd'hui soient sur le devant de la scène, sur la première marche du podium, pour moi, ça me fait penser un peu à Sinner. Sinner, aujourd'hui, qui a créé beaucoup d'émulsions en Italie. Hein. On voit les licenciés qui augmentent dans la filière tennis. Donc, c'est vrai qu'Antonelli peut être un peu le guide de tout ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors même si on sait que le monde de la F1, alors il y a 22 pilotes aujourd'hui qui peuvent s'aligner, on sait que c'est un monde très particulier, qu'il y a beaucoup de critères pour rentrer dans le paddock, on va dire, qui est fermé aussi à beaucoup.
le fait qu'Antonelli soit là aujourd'hui et qu'il brille, peut-être que ça va aussi donner envie à certains pilotes italiens, certains jeunes Italiens, de se mettre au karting, de se mettre, voilà, de grandir, de passer en F3 et pourquoi pas un jour suivre un peu la trajectoire d'Antonelli. Mais c'est vrai qu'Antonelli peut être un peu le Sinner du tennis aujourd'hui en Italie. Alors moi j'attends la première rumeur, elle n'est pas encore arrivée, je ne comprends pas d'ailleurs, la rumeur Kimi Antonelli Ferrari pour la question d'après, du bon, 2029-2030. Là maintenant faut tabler là-dessus, je pense. Et rien de tout ça, Guillaume, dans la presse italienne. Qui est parfois un peu fantasque quand même. Évidemment, il faut que les presse italienne. Évidemment qu'on a déjà parlé ici du rumeur Antonelli chez Ferrari, c'est évident parce que, comme je vous disais, c'est pas possible qu'un pilote italien ne gagne pas chez Ferrari. Donc, après 20 ans, le voir gagner chez Mercedes, ça fait vraiment mal au cœur pour les Italiens. Donc, c'est évident que la rumeur va arriver parce qu'il y aura aussi le contrat de Charles Leclerc qui va finir par expirer. Il y aura le contrat de Lewis Hamilton qui en a quand même 40 ans et il faudra aussi parler de sa succession. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, l'arrivée d'Antonelli chez Ferrari va être évoquée. Est-ce qu'elle sera réalisée? Je ne sais pas. Personnellement, je l'espère parce que pour moi, ce serait le mariage parfait. Mais Toto Wolff, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment d'accord avec moi dans l'idée. Alors, il va peut-être. Tu crois que Fred Vasseur va dire écoute, je t'ai pris Lewis Hamilton. Excuse-moi, on s'était pas compris. C'était Kimi que je voulais récupérer. Je vous rends Lewis, vous nous filez Kimi. Ça marchera pas comme ça. Toto, il est gentil, mais il y a un moment, ça va pas le faire. Stéphane. Je note simplement que Leonardo Fornaroli est un Italien, champion de Formule 2 en titre et pilote McLaren. Pilote McLaren, troisième pilote McLaren. De Formule 2 De Formule 2, oui, Fornaroli. Donc, c'est encore une pépite qui a peut-être laissé passer Ferrari. C'est ça le problème, c'est le feeling, vraiment, avec ces jeunes, quoi. Et il faut aller les chercher très, très tôt. Et moi, je trouve que Ferrari va chercher les pilotes de toute façon un petit peu trop tard. Même Berman, ils sont allés chercher en 2022, quand il avait fait déjà une bonne saison en Formule 3. Ils l'ont intégré en disant, attendez, c'est notre futur, c'est bien. Et Berman, c'est certainement l'avenir de Ferrari. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Même peut-être plus, je pense qu'il sera dans une Ferrari. Il l'a d'ailleurs déjà été, mais à temps complet, plus vite que Antonelli. Il est très intéressant. Mais non, ce qui cloche par rapport à cette démarche de Ferrari Academy, c'est là où on voit qu'en fait, ils ne sont pas dans cette volonté de former des jeunes pilotes. C'est que la première star qu'ils ont formée, c'est Sergio Pérez. Mais Sergio Pérez, il était sponsorisé par Telmex, donc l'homme le plus riche du monde, Carlos Slim, qui cherchait en fait une structure pour développer le talent de son pilote. Ouais. Et Ferrari l'a pris de façon un petit peu opportuniste. Et puis ça s'est passé la même chose avec Lance Stroll, avec Mick Schumacher. C'est des gens qui ont déjà une personnalité ou qui ont déjà un rayonnement financier qui explique qu'ils sont là, tu vois. Et puis Guan Yu Zhou, là, c'était pour le côté marketing, etc. Puis Oliver Mann, c'était pour le talent. Mais chez Ferrari, on ne va pas les chercher assez tôt, assez vite, et on n'a pas de talent scout pour résumer, parce que déjà, à la tête de la Ferrari Driver Academy, il n'y a pas quelqu'un pour ça. Bon, Guillaume, merci. On sent en tout cas que la Formule 1 n'est pas encore prête à voir un pilote italien gagner sur une machine italienne, comme ça s'est fait ces dernières années en MotoGP. Andrea Bagnaia, qui a gagné, c'est pas Andrea d'ailleurs son prénom, Pecco Bagnaia, qui s'est imposé sur une Ducati, 2 titres de champion du monde. Bezzecchi qui a gagné effectivement sur une Aprilia. On n'en est pas encore tout à fait là. Ça va venir, tu crois, bientôt? Par contre, ce qui est vrai, c'est que si demain un pilote italien arrive chez Ferrari, là où je suis un peu d'accord avec ce que disait Enzo Ferrari, c'est que il aura une pression gigantesque. Ouais. Parce que vraiment, alors pour ceux qui n'ont jamais été en Italie, déjà c'est dommage pour vous, mais si un jour vous venez en Italie, vous verrez un dimanche de Grand Prix. C'est quelque chose de sacré ici. Alors évidemment, tout le monde n'est pas fan de la F1, mais voilà, moi je la suis depuis tout petit et c'est vraiment un rituel. La Formule 1 Ferrari, c'est du domaine national, c'est un patrimoine. Et si demain un Italien arrive chez Ferrari, il va vraiment avoir la pression du monde sur lui parce que si en plus la Scuderia n'a pas gagné d'ici là, alors il aura encore plus de pression. Donc un Italien chez Ferrari, ce sera un mariage parfait. Mais il faudra le former, il faudra l'aider, l'accompagner parce qu'il aura vraiment une pression de dingue sur les épaules. Donc Antonelli, dans l'idée, encore une fois, c'est un petit message que je passe à Toto Wolff, dans 3-4 ans, voilà, il aura 22-23 ans. Allez, lâchez-le. D'ici là, il sera formé. Oui, voilà, lâchez-le, amenez-nous-le, il sera formé, ce sera un bon pilote qui sera prêt à enfin assumer la pression qu'il a chez Ferrari. Après, vous savez, Charles Leclerc en Italie, on l'a un peu adopté aussi, il est monégasque certes,
Mais pour nous, voilà, c'est aussi un Italien par adoption. Mais on voit bien que lui aussi, parfois, la pression de Ferrari l'a aussi rattrapé. Donc, c'est pas évident, vraiment, d'être un jour pilote italien chez Ferrari. Ouais, les Guillaume. Italiens, ils ont un peu la même tendance que les Français. Quand les pilotes sont bons, on les adopte. Non mais Guillaume allume dans mes pensées parce que j'allais parler effectivement de Charles Leclerc à qui on a posé un jour la question, mais si vous n'étiez pas monégasque, vous seriez français. Il dit non, je serais italien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est en train de faire le travail pour les Italiens en disant regardez, je suis un Italien en deuxième nationalité quelque part et je supporte tout ça, donc c'est possible de le faire. Donc il donne parle l'exemple. couramment italien aussi, tout à fait, attention, tout à fait. c'est pas un Bien sûr. imposteur. Et Il il parle était de la très bien filière l'italien, Todd très bien. et il a été il est le pilote emblématique de la Ferrari Driver Academy, mais c'est le seul. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume Pacini, de nous avoir donné un petit peu l'ambiance autour de Andrea Kimi Antonelli en Italie. On espère te retrouver très bientôt pour célébrer, pourquoi pas, une victoire italienne, une victoire Ferrari au Grand Prix d'Italie ou une victoire d'un Italien, parce que ça peut être pas mal aussi. Un Fratelli d'Italie avec un pilote vainqueur en Italie, ça peut être fort aussi. Je croise les doigts. À bientôt, messieurs. Merci Guillaume. Merci de ta Guillaume. visite. Il nous reste plus, Stéphane, qu'à vous donner le rendez-vous du prochain Fou du volant. Comme je vous le disais, on se donnera rendez-vous le mardi 14 avril. C'est le Fou du volant qui aurait dû suivre le Grand Prix de Bahreïn. Vous savez que ce Grand Prix est annulé, comme celui d'Arabie Saoudite, à cause des affrontements qui ont lieu autour de la région du Moyen-Orient. Nous, on maintient ce rendez-vous parce que début avril, il y aura plusieurs meetings au niveau de la Formule 1 pour savoir quelles solutions on peut apporter pour améliorer le spectacle. Là, pour le coup, maintenant, il y a quand même cet élément de la sécurité qui va rentrer en jeu et qui sera absolument incontournable. Donc, on se donne rendez-vous le mardi 14 avril. Je pense qu'on parlera de ce qui s'est décidé. On fera un petit focus quand même sur Alpine et sur Pierre Gasly, qui nous font un début de saison assez incroyable. On aime bien taper sur Alpine, mais quand ça marche bien, il faut quand même un moment. On a souligné quelques incohérences quand même qui perduraient dans le temps. Hein. Donc on en parlera. Plusieurs années, on en parlera. Et puis on sera 5 jours après la réunion vraiment qui doit décider des nouvelles règles moteurs. Donc ça sera intéressant. C'est ce que je disais. On se retrouve donc le 14 avril. Et d'ici là, Stéphane, on coupe le contact.